Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Savala, bonsoir à tous. Vous êtes Seto? Non, je suis de Porto Novo, plus précisément d'Adjara. Vous fêtez également avec les Seto, certainement? Non. Non, il n'est pas content. Nelly Dodinou, bonsoir. Bonsoir, Patrice Savala. Je ne veux pas vous poser la même question. Un invité dans ce studio cet après-midi, il s'agit de Philippe Noudianoumé, professeur de droit public dans les universités nationales du Bénin à la retraite. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous passez vos moments de retraite après des années de service rendu à la nation béninoise? Très actif. Et je conseille à tous mes amis qui vont à la retraite d'être aussi actifs que moi. Voilà. Alors que les élections en vue du renouvellement des mandats des instances de direction des universités publiques devraient intervenir dès ce mois de novembre, notamment à l'université de Parakou, le gouvernement choisit de maintenir les responsables actuels en poste. La raison en est le processus en cours de mise en place du Conseil national de l'éducation CNE. Les actes devant aboutir à l'installation officielle du CNE évolue et d'ici fin décembre ou début 2019 au plus tard, il serait opérationnel. À lui incomberait dès lors la responsabilité de définir les normes désormais applicables dans le secteur. Et pour anticiper, le gouvernement a pris le décret numéro 2018-441 en date du 20 septembre 2018 portant mesures transitoires à la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance des universités publiques du Bénin. Vu l'arrêté numéro 2018-593-MERS-DC-SGM et la suite du 19 septembre 2018 portant organisation des élections des doyens, directeurs, vice-doyens et directeurs adjoints des unités de formation et de recherche UFR des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres entendu en sa séance du 19 septembre 2018 décrète article 1er jusqu'à l'examen de la nouvelle gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur par le Conseil national de l'éducation. Les dispositions des articles 19, 24, 27, 31, 33, 34, 38, 39 et 44 du décret numéro 2016-208 du 4 avril 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement des universités nationales en République du Bénin, modifié par le décret numéro 2016-638 du 13 octobre 2016 relative à l'élection des recteurs, vice-recteurs, membres du conseil d'administration d'université, doyens, directeurs, vice-doyens et directeurs adjoints des universités de formation de recherche UFR des universités nationales du Bénin sont suspendus. Article 2. À titre transitoire, les recteurs, vice-recteurs, membres des élus et de conseil d'administration d'université, doyens, directeurs, vice-doyens et directeurs adjoints dont les mandats sont venus à terme restent en place. Article 3. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sera publié au journal officiel. Professeur Philippe Noudianoumé, vous qui avez longtemps lutté pour la démocratisation du choix des responsables dans nos universités publiques, comment appréciez-vous ces réformes entamées par les autorités en charge de la gestion de notre pays? Merci, monsieur le journaliste. Je ne vais pas intervenir sur le CNE en fait. D'abord, je vais intervenir sur la mesure qui est intervenue dernièrement, qui suspend les opérations de renouvellement des directions des facultés et entités de l'université. En fait, les recteurs viennent d'être élus, donc eux, ils restent en place. Ils ont à peine fait un an, même pas encore un an. Ceux qui sont concernés, c'est les doyens, vice-doyens, directeurs adjoints. Et la campagne a déjà commencé. Et je crois que c'est le 15 prochain qu'il devrait y avoir lieu les renouvellements des directions de ces entités, disons, académiques, c'est-à-dire facultés et autres. Oui. Ils sont déjà encore. Et puis c'est à ce moment qu'intervient
une décision suspendant même les opérations de campagne électorale et suspendant les choses. Donc, en fait, ceux qui sont visés ici, essentiellement, c'est les doyens, les vice-doyens. Voilà, qui sont concernés. Alors, c'est un problème extrêmement grave, puisque le CNE n'a pas s'occupé d'abord de la démocratie interne à l'université. Le CNE peut avoir à réglementer les aspects pédagogiques ou autres, mais ce qui concerne la liberté ne devait pas être touché par le CNE. Or, je constate que ça a été d'office, en fait, entamé par cette situation. Oui. Est-ce que c'est contre les tests qui régissent la République? Non, je pense qu'il y a les libertés académiques qui ont été consacrées par plusieurs réunions des institutions universitaires d'Afrique, notamment à Kampala, qui disent que les universités doivent être gérées de façon autonome, avec les libertés académiques. On ne peut pas intervenir directement au niveau du gouvernement comme ça pour restreindre ou bien empêcher et constituer comme un obstacle au déroulement des libertés élémentaires académiques universitaires. Or, c'est ce que je constate. Je vais vous faire, si vous voulez, un peu, et la peur que nous avons, c'est qu'on remette en cause ces droits acquis, qui ont été très chers pour nous. Si vous voulez, pour les auditeurs, je ferai un peu une brève historique, n'est-ce pas, des combats qu'on a menés pour arriver à l'élection du recteur. Parce que ça a commencé d'abord, avant ça, les doyens et autres étaient aussi nommés par le gouvernement. Jusqu'en 1985, où on s'est battu sous Kérékou 1, et finalement, ils ont retenu, n'est-ce pas, l'élection des doyens et vice-doyens. Les directeurs des entités, enfin, disons, des professionnels, sont restés nommés. Et c'est après 1992 que le combat s'est intensifié pour l'élection maintenant du recteur. Et donc, c'est ainsi que ça a été fait. Nous avons fait des luttes, nous avons créé sur des papiers. Et en 2001 est intervenu un événement. En 2001, on crée 2 universités, celle de Parakou et celle de Cotonou. Le décret créant ces universités, ouvertement dit que désormais, les recteurs ne seront plus nommés, mais élus. Alors, l'article 12 de ce décret dit ceci: le recteur de l'université est nommé par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Cette nomination est faite sur proposition du ministre en charge de l'enseignement supérieur à partir d'une liste restreinte de 3 candidats désignés par le corps professoral universitaire, etc. Donc, désormais, on peut le nommer. Or, après ça, justement, après ce décret-là et l'arrêté qu'il a d'ailleurs appliqué, le ministre Bagna nomme encore 2 recteurs, nomme Alidou et nomme Edith pour l'UAC et nomme enfin d'abord Parakou. On dit non, c'est pas possible. Et on dit jamais. C'est anti-légal, c'est illégal le fait que déjà un décret existe disant qu'il faut élire et vous allez encore nommer. C'est vrai que nous sommes réunis au niveau du SINAREST, surtout au niveau du SINAREST. Donc il y a 2 syndicats à l'université à l'époque. À l'université. Le SNES, le SINAREST. On s'est réunis, on dit ah non, on va dire non. Donc on a formé une AG qui est intervenue, et disons en chose, et une AG, on a décidé de créer 2 comités. Un comité qu'on appelle comité de démocratisation de l'université, conduit par le professeur Kako Mkwati, et un second comité chargé de la vérification de la gestion des recteurs, conduite par le professeur Konou Norbert. Alors, et on dit, ce comité va œuvrer rapidement pour, en fait, l'élection d'un recteur. C'est comme ça que les 7 et 14 janvier 2005, on s'est réunis en assemblée générale des professeurs, plus les étudiants qui nous ont renforcés, à savoir l'UNSEB, et on a décidé, contre la pratique, n'est-ce pas, et en conforme pratiquement, n'est-ce pas, au décret pris, d'élire un recteur intérimaire nous-mêmes, sans attendre le gouvernement. Cette histoire n'a pas été facile, puisqu'il y a eu 2 procès. Le premier procès, n'est-ce pas, contre le jour où on a tenté d'installer le recteur, il y a eu des problèmes. Et donc, ils ont pris le professeur Fouyamin, le professeur qui était de médecine, et ils ont pris Icopol, ils ont failli prendre maintenant Laurent et Azoua Gaston qui ont dû faire le mur pour partir, etc. Il n'a pas pu être pris. Et un procès a eu lieu. Et en mars, le procès a eu lieu, en mars 2005, où le juge du président de l'instance de Cotonou en date du 4 avril 2005, où le juge dit: les lois de la République ne sont pas faites pour souffrir
de l'inobservabilité. Il y a donc un vide juridique à l'UAC et tous les recteurs nommés dans nos universités depuis 2001 sont illégaux et tous leurs actes frappés d'illégalité, y compris l'acte de réquisition à force publique pour intervenir sur le campus universitaire d'Abou-Caravi, etc. Donc avec ça, ils ont été libérés. Si c'est délibéré, alors nous on dit, mais donc, nous sommes dans un bon droit, on va alors faire prendre service à notre recteur et lui est désigné Cabo. Le recteur était désigné dans quelles conditions? Nous avons désigné, nous, recteur, en nous fichant pas mal de l'autorité, puisque eux, ils vont contre leur propre décret qu'ils ont pris. Donc c'est comme ça que, après cette cérémonie de mois fin mai, pour installer le recteur, on a été, disons, attiré en justice par Bagna. On était 6. Il y a les professeurs Nkonou Norbert, Bruno Tchenani, Akouda Fulgence, Philippe Noudiadomé et Jonathan Tassou, tous membres de Tinares, et on a déjà conduit au tribunal. On a été à plusieurs audiences. Un jour, le juge a manqué d'égards à notre égard, on a décidé de claquer la porte. Qu'on le veuille ou non, les juges, ils ont été mes étudiants, il y a un minimum de respect à m'avoir. J'ai étudié leur ancien professeur, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis un crime, n'est-ce pas, de choses, et une infraction, disons, pénale, et choses. J'ai émis une opinion sur le campus, et on se permet de me défier devant mes anciens étudiants, qui me jugent, mais vous foutez du monde, et nous avons arrêté. Donc on a quitté volontairement, on a déserté, on a dit on ne va plus à l'audience, 5e audience. Et comme ça, il a été enterré. Ça a eu lieu en décembre 2005. Bon, en avril, disons 2006, le président Yahi Boni a été élu. Le premier ministre de l'enseignement supérieur, Nagou Maturin, qui prend maintenant le décret finalement, avalisant désormais l'élection du recteur. Là, comme on a acquis, on a arraché le droit d'élire nos recteurs. Depuis 2006 à nouveau. Oui. Alors aujourd'hui, avec ce nouveau décret pris par les membres du gouvernement, est-ce que vous l'interprétez comme un recul sur nos universités? J'estime, même sans attendre d'autres mesures, que c'est déjà un pas de recul. Le CNE, on verra bien tout ce qui a lu le contenu du décret qu'il a créé, n'a pas à intervenir sur disons, les libertés académiques, non? Or déjà, depuis qu'ils sont arrivés à ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a constaté qu'ils ont voulu restreindre l'autonomie académique, universitaire. Les budgets qui ont été, disons, votés par les différentes facultés, depuis quel temps c'est géré directement du ministère. Si bien que pendant longtemps, pendant les 2 années passées, les enseignants ont du mal à être payés pour leurs travaux faits. Et c'est parce qu'on veut restreindre entièrement l'autonomie universitaire pour tout décider de l'en haut. Donc en fait, c'est comme si un pas est posé posément pour aller vers la restauration du pouvoir autocratique, du pouvoir du gouvernement sur l'université et entièrement biffer ou supprimer l'autonomie académique universitaire. Et si tel est le cas, pourquoi les responsables syndicaux, le SINARES et le SNES, ne réagissent pas? D'abord, je vais dire que les étudiants ont réagi dès le lendemain. Ils ne s'est pas réagi. Et je crois, avant-hier, les 2 syndicats ont rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur et leur dit leur désapprobation de la mesure, je suppose. Oui. Alphonse Moïse Soudé, voilà le décret pris en Conseil des ministres et qui suspend les élections décanales au niveau de nos universités. Comment vous, de votre position, vous interprétez cette nouvelle disposition, une disposition qui est prise en attendant que le Conseil national de l'éducation puisse tracer la voie pour l'élection ou le choix des prochains responsables au niveau de nos universités? Je ne sais pas si le Conseil national de l'éducation est habilité à pouvoir dire comment désigner les responsables. Et pour ce que je sais, le Conseil national de l'éducation doit pouvoir s'appuyer sur l'enseignement, ce qui se dispense, comment former les gens, mais comment désigner les responsables, non. Moi, le Conseil est certainement investi de cette mission par le gouvernement. Mais ce qui me surprend un peu, au niveau quand même du Conseil des ministres, il y a 2 professeurs d'université que je connais très bien. Le professeur Kakoma Oignon, il est professeur d'université, puisque j'ai été un de ses étudiants. Mais
Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et professeur d'université, ils doivent maîtriser quand même l'histoire de l'élection directeur sur le campus universitaire. Ils doivent savoir que, bon, cela a été gagné après de longues luttes. Et quand vous avez participé, quand vous avez été acteur de l'histoire de l'élection des recteurs, je crois qu'un conseil des ministres, vous devrez pouvoir quand même jouer le rôle d'éclaireur pour dire aux autres, voilà les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés à l'élection des recteurs. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Moi, je me suis demandé, est-ce qu'on a fait une étude, est-ce qu'on a fait des enquêtes, est-ce qu'on a essayé de jauger les gens pour savoir quelle serait leur réaction? Parce que j'ai lu tout à l'heure quelque part, on a parlé de rupture démocratique à l'université. Est-ce que c'est pas trop tôt de le dire? Non, vous savez, quand on a entamé un processus d'élection et qu'on prend un décret pour mettre fin à ce processus, il y a problème. Il y a problème. Et je crois que l'on aime le pouvoir, que l'on n'aime pas le pouvoir, il est temps que nous puissions réfléchir. Que si nous pouvons être en plein processus pour l'élection et qu'on peut prendre un décret pour suspendre cela alors que cela ne s'imposait pas, il y a problème. Moi, je voudrais, il ne faudrait pas qu'on profite du fait que l'on dise désormais au Bénin, il n'y a que 10 jours de grève, dans machin, on a donné les nouvelles conditions de grève et qu'on commence par torpiller les tests, qu'on commence par, comme je le dis souvent, pas faire yo-yo avec les tests que nous-mêmes nous sommes donnés. Ça pose problème. Si facilement on peut, à partir d'un décret, annuler ce que l'on a obtenu, des acquis après des luttes, si on peut facilement le faire sans que certains acteurs ayant participé à cela soient là et qui nous disent moi j'ai des craintes, Est-ce que la suspension de l'élection des recteurs, des douaniers aura un effet positif sur l'évolution du CNE? Et déjà, on passe sur des crises. Parce que désormais, la guerre entre les professeurs et leurs responsables va commencer. Nous n'en vous avons pas choisi. Ce n'est pas nous qui vous avons choisi. Vous avez été désignés par le pouvoir, compte tenu peut-être de vos affinités, compte tenu de vos acquaintances, donc vous ne répondez pas de nous. Et quand ça commence comme ça entre les professeurs d'université, qui sont ceux qui vont souffrir? Simplement les étudiants. Nelly Dodino, est-ce que vous craignez, vous, une prise en otage des universités par le politique après cette décision du gouvernement? Ça craint, ça c'est sûr, ça saute à l'œil. C'est parce qu'on a un intérêt à ce qu'il n'y ait plus cette démocratie au niveau des universités que ce décret est intervenu. Rappelez-vous, bien avant, les professeurs, c'était les étudiants. Interdiction de tenir des AG, interdiction de faire des activités. On a voulu les fusionner, même pour ne pas dire désigner pratiquement le représentant. Il y a eu cette situation. C'est vrai, les étudiants ont usé un peu de leur capacité aussi à réagir pour ne pas être complètement embrigadés. Maintenant, ce fut le tour parce que entre le système de nomination et le système d'élection, qu'est-ce qui permet à la personne qui va occuper le poste d'être plus à l'aise dans ce qu'elle fera? Parce que quand vous êtes nommé, vous êtes redevable à celui qui vous a nommé. Celui qui vous a nommé parce que vous avez en lien une affinité. Celui qui vous a nommé sait que vous allez suivre des instructions. Nous sommes dans un système, au Bénin on le sait, quand vous êtes nommé, vous êtes redevable au chef, celui qui vous a nommé. Alors que quand vous êtes élu par vos pairs, vous êtes libre. Votre mission, c'est d'abord de représenter vos pairs, de travailler, parce que c'est ton groupe qui vous a porté en tenant compte des besoins des facultés. D'abord, je salue au passage mon professeur. Il m'a gardé en 3e année de droit, je crois. Philosophie du droit, je me rappelle. On a parlé de tout ceci, du droit islamique et consort. Donc, voilà, nous sommes dans un domaine du genre, une situation du genre. Et ce qui, moi, parfois me dérange,
ce sont toutes ces luttes. D'abord, quand vous n'êtes plus de ce monde, là, vous n'êtes pas frustré. Mais quand vous êtes encore vivant et que tout ce que vous avez acquis au prix d'un sacrifice, au prix des luttes, que vous soyez encore là, que tout s'effrite, ça vous fait mal. On peut encore les améliorer. Je ne refuse pas. On peut encore les améliorer, mais vous ne pouvez jamais prendre une décision sans poser la question à ceux qui étaient au départ. Il n'y aurait jamais eu la conférence nationale si on n'avait pas écouté toutes les parties prenantes, ceux qui étaient contre le pouvoir, ceux qui étaient contre la révolution, même toutes les couches sociales ont été représentées à la conférence nationale, même la jeunesse, les paysans, parce qu'on voulait créer, faire asseoir une république. Il fallait écouter tout le monde et finir par prendre une décision commune. Et cela s'est imposé à tout le monde et ça nous conduit 28 ans après. Vous voulez rentrer dans l'université. C'est vrai, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur. Vous êtes le ministre de tutelle. Mais vous devez d'abord communiquer avec ceux-là. Vous dites, c'est vrai, peut-être on a observé des choses qui n'arrangent pas peut-être l'État. Il y a des défaillances. Vous en discutez. Et ensemble, vous trouvez la solution commune. Mais on ne peut pas rester du go en haut pour dire, bon, désormais, alors même que le processus est lancé, qui va dédommager déjà les fonds engagés dans cette histoire-là? Il faut d'abord qu'on se pose cette question-là. Parce que l'autorité, dans son rôle, ne cherche pas forcément à comprendre comment fonctionnent les choses. Et moi, je dis depuis un bon moment, nous avons tellement de codes. Prenons l'exemple du code du numérique. La célébrité de ce code aujourd'hui, c'est d'enfermer ceux qui publient sur les réseaux sociaux. Alors que le code est riche de chapitres. Quand on dit le code numérique, c'est pour améliorer l'économie numérique, c'est le e-commerce, c'est l'high-tech. Mais ce que nous brandissons, c'est plutôt les peines, les sanctions, les poursuites. Et aujourd'hui, quand tu parles, il y a le code numérique. Est-ce que c'était l'objectif du code numérique? Le code pénal. Le Bénin a voulu souhaiter avoir son code pénal parce que de tout temps, nous utilisons le code pénal français. Mais l'innovation dans ce code, c'est que aujourd'hui, pour vous rassembler, il faut une autorisation. Alors qu'avant, nous sommes dans un système de déclaration. Donc, moi, j'ai l'impression que on fait les choses à deux seins pour chaque fois restreindre les libertés. Parce que l'université, c'est un haut lieu de savoir. Et c'est un haut lieu de débat aussi politique. Parce que les luttes démocratiques ne se sont pas faites uniquement avec la base. Il y a eu à un moment donné des intellectuels qui ont émis des hypothèses. Et quand vous voyez aujourd'hui, nous avons nos professeurs d'université qui réagissent par rapport à temps assis. Nous avons vu par exemple sur la criette le professeur Bago qui était passé pour dire mais quand même, nous sommes vos enseignants, c'est nous qui vous enseignons le droit avant que vous ne deveniez avocat ou magistrat. Ce n'est pas ça qu'on vous a enseigné. Ce sont des chercheurs qui sont dans leur domaine, qui travaillent tous les jours. À un moment donné, l'intellectuel, le chercheur, le savant, à un niveau donné se dit mais quand même, nous n'avons pas écrit la démocratie de cette façon. Les théories de la démocratie, les bases de la démocratie dans les documents, dans l'application, ce n'est pas ça. Le politique, lui, oui, il est dans son exécution de son programme. Mais l'intellectuel dans son rôle, l'élite de la République dans son rôle aussi, c'est de dire, mais attention, n'allons pas sur ce terrain. Et il appartient aux politiques de mettre son veto également. Oui. Mettre son veto, le veto n'a jamais arrangé quelque chose. Mais serait pourtant de dire, asseyons, discutons. Nous voulons faire ceci. Vous imaginez cette histoire de cours de criette là, qu'on a fait asseoir des universitaires, des spécialistes du droit, on en serait là? Non. Et je vous dis, voilà des gens qui ont fait une lutte. Vous avez entendu des personnes qui ont dû escalader le mur pour se sauver. Parce que nous-mêmes, nous avons
C'est-à-dire, le Bénin, le vrai problème du Bénin, c'est pas les tests. Les tests, il y en a à foison. Mais le Béninois brille par sa capacité à violer les mêmes tests qui s'est donné. Vous-même, vous prenez un décret pour dire, désormais, nous allons élire les recteurs d'université. Mais pas peut-être des intérêts. On met de côté ce décret pour normer à nouveau, alors que ce décret est en vigueur. Non, c'est bien avant. On parlait des années 2000. Au moment des hautes luttes. Voilà. Et il a fallu des gens pour faire cette lutte-là. Et aujourd'hui, à la faculté, dans les facultés, il y a toujours 2 ou 3 listes qui ont chacun leur vision, comment faire fonctionner les facultés. Et on se réveille, on se dit, bon, il faut qu'on crée un Conseil national de l'éducation qui va, et son premier acte, c'est d'interdire les élections. Alors qu'on a des problèmes de curricula de formation, on a des problèmes de l'inadéquation de la formation, éducation, marché de l'emploi, on a des problèmes de qualité de formation même de l'enseignant, on a des problèmes, donc il y a tellement à régler de la maternelle au supérieur que moi je pense que ce n'est pas encore une priorité. Soit on est toujours dans cette logique-là. La logique du départ, contraindre les gens à se taire, ça a commencé par les étudiants, et comme on a toujours des enseignants qui parlent, qui donnent leur avis sur la manière dont les choses fonctionnent, il faut désormais les calmer. Et peut-être on a une autre vision, parce que l'enseignant, quand il déroule son cours, il lui arrive de faire des breaks. S'arrêter et parler de la politique, parler de la gestion, ou c'est ton étudiant dans son rôle qui dit, mais écoutez, monsieur le professeur, moi j'ai appris ci, j'ai appris ça. Quel est vous, votre avis? Et le débat se fera, va se faire. Ou soit on a envie qu'il y ait une seule pensée, celui qui est là, qui n'est jamais à dire. Soit on se dit, bon, il faut autant que possible que tout le monde se taire au Bénin. Et ça va se faire par le biais des lois, ça se fera par le biais des institutions qu'on aura installées. Et c'est nous, et c'est dommage pour ceux qui vivent encore, qui ont mené le combat, qui sont encore en vie, et que tout ce qu'ils ont eu à vivre toute leur vie, tout le combat, encore vivant, tous ces frites, je n'aimerais pas être vraiment à leur place. Professeur Philippe Nodianoumé, est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne que de prêter ses intentions aux autorités gouvernementales à travers cette décision prise? Je ne crois pas que c'est aller trop vite en besogne. Si nous voyons la logique des pratiques et des mesures prises... Vous allez vous rapprocher du micro. Pardon. Si vous prenez la logique des mesures prises depuis l'arrivée au pouvoir, n'est-ce pas, de la rupture, vous voyez que ça a une logique claire. Quelle est cette logique? Étouffer toute autonomie de pensée et d'action à tous les niveaux, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau à tous les niveaux, les libertés. C'est étouffer cela pour la décision d'un clan et d'une personne. C'est ça qui se passe comme problème. Et quand j'avais cité tout à l'heure des professeurs qui sont membres du gouvernement, donc en l'occurrence Kako Maounio et puis Atanaso Odile, oui. Bon, il y a un problème. Soit ils ne sont pas convaincus même de ce qui se passe, et vu leur soumission aveugle au chef de l'État par réagir, soit ils n'ont jamais participé aux des luttes, parce qu'effectivement je n'ai déjà vu dans les combats nulle part. Pendant qu'on se battait, on n'a jamais vu Kako Maounio, n'est-ce pas, ou bien ma collègue, n'est-ce pas, qui était à la FAGE. Tout le monde n'est pas obligé d'appartenir à un mouvement syndical. Mais bref, pour n'avoir pas souffert peut-être, ils peuvent peut-être allègrement jeter aux orties les libertés chèrement conquises. Nous ne sommes pas aussi dans le secret des débats au niveau du Conseil des ministres. C'est pour dire, soit ils sont soumis ou il y a autre chose, je comprends. J'ai mis des hypothèses. Pour dire que ça répond à une logique jusque-là, à tous les niveaux. Tout à l'heure, Nelly Dodino, Madame Nelly a dit des choses qui sont très justes. Au code pénal, il faut un code pénal qui est fait chez nous. Une fois qu'on a un code pénal, c'est la restriction à l'extrême des libertés qui vont à l'encontre justement de notre constitution. C'est-à-dire que les lois vont à l'encontre de la constitution, donc révisent la constitution, et la Cour constitutionnelle, bien sûr, avalise. Ce qui fait que souvent, aujourd'hui, notre constitution a été révisée à plusieurs endroits. On n'a plus la même constitution qu'en 90.
C'est révisé par des lois qui prennent au fur et à mesure, qui sont validées par la Cour constitutionnelle. Ça, c'est votre appréhension. Et non, mais si on prend les éléments là, c'est facile à démontrer. Au moins, en tant que constitutionnaliste, oui, on peut le démontrer facilement comme que je suis. Donc, mais ce sont des praticiens du droit qui sont également au niveau de la Cour constitutionnelle. Si vous voulez, j'ai eu un dialogue, je vais vous le dire publiquement. Un jour, mon ancien étudiant et collègue après, qu'on appelle Diabouemou, il déclare publiquement en 2013 que, disons, le contrat qui liait le Bénin et au Bénin Contrôle, au PBI, était un contrat de droit privé. Je l'ai interprété, mais comment? Je ne t'ai pas enseigné ça. Dès lors qu'il y a, l'État fait partie d'un contrat, c'est un contrat de droit public. Entre autres choses, il y a plusieurs choses que je lui ai reproché. Quand vous voyez le projet de révision de constitution qui a été fait, n'est-ce pas, en avril 2017, là, qui a échoué là, si vous voyez, sa rédaction ne correspond à aucune norme du droit constitutionnel. C'est les privés, c'est les avocats qui rédigent ça. Or, il y a des termes qu'on sait, que nous on sait, entre nous constitutionnalistes, quand on lit ça, on dit, mais c'est tel qui a rédigé ça. C'est des contresens même en matière de forme. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire entre nous. Et on sait ce que ça veut dire. Donc, c'est pour dire que on prend ce que je constate. Et c'est au dire du chef de l'État. Il dit, je n'ai pas de compte à rendre au peuple. C'est 5 ans après que je rendais compte au peuple. Ça là, c'est passé. Donc, ça veut dire quoi? Il dit c'est que tant que lui, il a été élu là, on lui donne page blanche. Il doit faire tout ce qu'il veut. Le peuple lui a confié un mandat de 5 ans. Mais oui, mais dans une gestion normale. Rendre compte à ce même dans une gestion normale, il y a toujours cette interaction entre le peuple et le gouvernement, même au cours des mandats, en dehors de l'échéance d'élection. Donc, on assiste à un étouffement de toutes les libertés, y compris d'abord, bien sûr, académique, liberté en matière de constitution de partis politiques, liberté en matière, n'est-ce pas, de code électoral, liberté de choix, n'est-ce pas, et de candidats des élections, tout ça, on va ensemble. Et on vient maintenant à étouffer le nid, enfin le lieu, n'est-ce pas, de l'intelligentsia, l'université, pour en faire modèle pour les autres. Parce que l'élection du recteur, ça peut faire penser aussi aux élections des autres, des DG, ou ailleurs, ça se fait aussi. En États-Unis, les juges sont élus, etc. Voilà. Donc, c'est pour étouffer ça qu'on vient en même temps étouffer dans l'œuf, cette histoire-là. Ce centre d'autonomie qui est reconnu universellement comme nécessaire pour l'épanouissement de la pensée. Et là, tout à l'heure, Mme Ginette a dit quelque chose tout à l'heure, je suis d'accord avec elle. Mais on a souffert. On a pour que ces libertés soient acquises. Et de notre vivant, on les voit ainsi bafoués, piétinés. Ce sera inacceptable, tant que nous sommes encore vivants. Et dans votre peau, qu'est-ce que vous sentez quand vous vous exprimez ainsi? Non, je le dis franchement parce que j'ai connu pire que ça. J'ai connu Soukérékou 1, 10 ans de prison pratiquement. 5 ans de prison d'abord et 5 ans de clandestinité, mais 10 ans de prison. J'ai connu au moment où on te prend avec un tract, on te tue. Donc, pire que ça, on a pu supporter. Tant que nous sommes vivants là encore, on va supporter. Le peuple ne va pas accepter ça. Et on ne le fait pas en nous vantant en tant qu'individu, mais en comptant que notre peuple a une âme. Ce peuple a une âme. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je donne des jeunes des conseils à mes jeunes, mais vous là, le ministre, ça ne va pas. Ce peuple a une âme. Mais ceux qui se permettent de condamner les petits qui condamnent la mais vous condamnez comment? C'est quoi cette histoire-là? Ça ne va pas aller parce que j'ai vu dans ce pays où justement, le Québécois a créé ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la Cour criminelle d'exception en 89. Où il a nommé, disons, le juge Monsi Jean-Baptiste, qui a refusé de juger. Il a fait de conscience, il a dit non. Québécois a créé en ce temps. Donc ils peuvent aussi se permettre de dire non, tant que ce n'est pas conforme à notre conviction, on ne peut pas juger comme ça, qu'il a été condamné à tout moment. Une coupe politique comme ça, non? Non, mais c'est passé devant les honorables députés qui sont appelés à légiférer. Mais justement, ils ont joué leur rôle. Ces députés-là, depuis le législateur. Ces députés, depuis 1999, ne sont plus des gens choisis par le peuple. Et qui les envoie à l'Assemblée nationale. Il y a comme ce qu'on appelle des grands électeurs, qui sont des chefs de parti, qui sont des rabatteurs, c'est eux qui prennent des candidatures. Et les candidats qui vont être élus là, et ils payent à ces chefs-là
Et c'est CEF qui place, c'est des trucs de placement des députés. Et comme ils contrôlent entièrement l'appareil de gestion des élections, eh bien, mais ça passe comme le lettre à la poste. Du coup, ils ne doivent plus rien, les députés ne doivent plus rien au peuple qui les ont choisis. Ils doivent quelque chose aux chefs des placeurs qui sont chefs des partis depuis 1999. En tout cas, c'est le peuple qui décide en dernier ressort. Le professeur Philippe Noudianoumé, aujourd'hui, on a fait un certain nombre d'années après toute cette lutte, toutes ces luttes que vous avez menées au niveau des universités pour obtenir le choix des responsables des universités à travers les urnes. Est-ce que, avec le chemin parcouru, il ne faut pas améliorer ce que vous avez obtenu au bout de vos luttes? Oui, et nous avons déjà pensé la chose. On estime qu'il y a eu des insuffisances. Par exemple, lorsque tu élis le recteur, pendant tout son mandat de 3 ans, on constate qu'ils font beaucoup de choses mauvaises des fois. On choisit les cas de Saint-Saint qui a mis la police là, etc. Tape les gens, dit, mais c'est quoi? Il faut restaurer la sécurité dans l'enceinte de l'université. Il y a ceci. Il y a qu'il faut trouver des mécanismes de contrôle en cours d'exercice de leur mandat des gens élus. Ça n'a pas été fait encore. C'est l'insuffisance de ce qu'on a pu obtenir en 2005-2006. Oui. Bon, maintenant alors, on veut encore entièrement biffer tout ça. C'est ça qui est le problème. Ça, c'est leur prêter d'intention. On n'a pas encore l'essentiel de leur message. Le premier pas posé est déjà très grave. Puis la suspension? Oui, puisque déjà on est en train de choisir des gens et qui ont gagné des dépenses et autres là. Donc une liberté qui est en train d'être mise en exercice et vous l'arrêtez. C'est un pas vers le négatif, justement. Il y a de quoi s'inquiéter. Alphonse Moïse Soudé, le professeur Philippe Noudianoumé a reconnu qu'il y a des choses à améliorer. Dans le même temps, n'accepte pas la décision prise en Conseil des ministres. Mais quand il y a mal donne, quelque part, il faut corriger. Je suis tout à fait d'accord que, bon, une loi, avec le temps, évolue et on fait des recadrages. Oui. Mais est-ce que en suspendant désormais l'élection des recteurs, des doyens, est-ce que c'est une amélioration? Non. On peut parvenir à une amélioration. Non. Non. On peut comme l'a dit le professeur, mettre des organes de contrôle. Parce que quand vous êtes élu à partir d'un programme et vous avez pris l'engagement pendant 3 ans d'améliorer les conditions de vie et de travail à l'université. Vous avez pris l'engagement de jouer votre rôle sans être à la solde de qui que ce soit, parce que c'est un milieu d'intellectuels. On vous a choisi en fonction de vos capacités. On vous a choisi en fonction peut-être de votre cursus. Et là, quand vous avez été choisi par vos pairs, vous avez une obligation de résultat. Ça ne se négocie pas. Mais par contre, au niveau de l'élection, on n'est pas tenu de choisir le plus diplômé, on n'est pas tenu de choisir le plus intellectuel des professeurs d'université, mais on peut choisir le plus soumis, on peut choisir celui qui a les aptitudes de vous aider à imprimer votre marque à l'université. Parce que je dis, c'est une façon de déjà domestiquer l'université. On veut mettre la main sur l'université. On veut désormais étouffer les réflexions. Vous savez qu'à l'université, dans toutes les universités qui se respectent, les professeurs, les chercheurs ont le droit, ont l'obligation morale de se prononcer sur des réalités de leur temps. Parce que vous ne pouvez pas être un professeur chercheur et que vous constatez que ce que vous enseignez aux étudiants en faculté, une fois sur le terrain, on dévie. Parce que vous venez un jour au cours, votre étudiant vous dit, mais monsieur le professeur, vous avez dit, mais là-bas, c'est ce qu'on a dit. Vous êtes obligé en tant qu'intellectuel, peu importe votre bord politique, en tant qu'intellectuel, vous avez le droit de dire la vérité à la génération. Et quand vous êtes choisi par vos pairs, c'est une question de confiance. Mais quand vous êtes élu, quand vous êtes nommé, vos pairs ne sont pas obligés de vous faire confiance. Et ils vont vous aider à échouer dans la mission qu'on vous a confiée. Mais quand c'est eux qui vous désirent comme leurs représentants, chacun à son niveau apporte sa pierre à la construction d'une université où le savoir doit être bien dispensé. Donc c'est en réalité le problème. Et je dis, tout intellectuel, tout professeur d'université, conscient du fait que l'université est le haut lieu du savoir, c'est là que nous formons des cadres. Nous formons des citoyens qui doivent pouvoir se lever et dire, ça, ce n'est pas bon.
C'est vrai que le décret de 2006, il y a peut-être des imperfections à améliorer, mais pas cette reculade-là. Non, c'est pas possible. Vous savez, si nous allons élargir un peu la réflexion, nous sommes en plein processus électoral. On prend un décret en suspens. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Écoutez, est-ce que l'élection des recteurs ou bien des directeurs des douaniers empêche l'élection, empêche les travaux de CNE? Est-ce que cela empêche? Dans la mesure où cela n'empêche pas, on continue. Puisque le Conseil national de l'éducation on n'a pas encore désigné les membres, rien n'est encore fait. Mais laissez les choses se faire. Quand le Conseil va s'installer, s'il y a des... Parce que moi je dis, le problème c'est pas désignation, nomination. Le rôle du Conseil national de l'éducation, c'est d'améliorer le système éducatif béninois. À commencer par les programmes d'enseignement, à commencer par les situations d'apprentissage. Nous avons dit que le système éducatif béninois est malade. Ça veut dire quoi? Que le Conseil vient pour rétablir les choses. Pour que désormais, il y ait adéquation entre formation et emploi. Et qu'il y ait adéquation, que le Bénin, quand même, au niveau du Conseil des Nations, au niveau des universités, que nous puissions dire. Je vous ai dit ici, une fois que nous parlons de LMD. Aller à l'extérieur pour voir ce qu'on appelle LMD. Je ne peux pas avoir 500 étudiants dans une faculté et me dire que je fais du LMD. C'est pas possible. Là où les gens étudient en système d'LMD, chaque étudiant vient au cours avec son ordinateur portatif. Il faut commencer quelque part. L'université a un Wi-Fi haut débit. Le professeur a démystifié le savoir. 30 personnes plus. Ok. Vous savez, donc, moi j'ai étudié dans une université à l'extérieur où nous étions 25. Chacun a son ordinateur portatif. Le professeur n'est plus celui qui est le détenteur omnipotent du savoir. C'est ça le rôle qu'on devait assigner au CNE. Faire en sorte que l'étudiant béninois qui a fait peut-être son master à l'université, qui désire continuer sa thèse à l'extérieur, ne soit pas dépaysé une fois qu'il est là-bas. En réalité, c'est ça. Nous devons conformer les réalités de nos universités à celles des universités modernes. C'est ça le rôle du Conseil national de l'éducation. On a dit, Nelly l'a rappelé, c'est de la maternelle jusqu'à l'université. Il doit avoir un fil conducteur en tout un système. C'est-à-dire celui qui quitte la maternelle jusqu'à l'université, il y a un fil conducteur. Qu'est-ce que désignation de douanier vient faire dans l'élaboration des curricula de formation? Ça pose un problème. Ce sont les spécialistes qui élaborent, qui soumettent aux professeurs. Les professeurs valident. Est-ce que la validation des curricula implique l'annulation du processus à l'université? Je dis non, ne nous trompons pas de combat. Nous voulons améliorer le système éducatif. Moi, je dis... Et le gouvernement est dans cette dynamique. Ah bon? Vous savez, entre professeurs d'université, entre enseignants, on sait qui est bon, on sait qui est mauvais. On sait qui est bon, on sait qui est mauvais. On sait comment chacun étudie. On sait comment chacun évolue. On connaît la moralité de chacun. Et quand on veut désigner, ce sont des critères qui entrent en ligne de compte. On ne choisit pas Tantampion pour venir... On ne choisit pas le moins éclairé pour venir diriger les éclairés. Donc, les professeurs d'université, en menant cette lutte, c'est que désormais, on veut faire valoir le savoir. Le savoir-être et le savoir-faire. Maintenant, si aujourd'hui, le gouvernement estime, parce que moi je dis, c'est une façon de dire, Monsieur Y, si vous avez envie d'être désormais recteur, si vous avez envie d'être douanier, avalez vos convictions. Ne montez plus au créneau pour dénoncer quoi que ce soit, sinon alors enterrez le vœu de devenir douanier, enterrez le vœu de devenir recteur. On ne vous choisirait pas si vous continuez pas à aller de plateau en plateau pour dénoncer les tares éventuelles. Non. Écoutez, ce n'est pas l'étude de la situation. Vous connaissez très bien comment ça fonctionne dans le système des enseignants. Quand les enseignants sont appelés à désigner leurs représentants, c'est autre chose. Et quand ils ont fait la campagne, ils ont retenu le responsable, il y a accompagnement. On accompagne celui-là parce qu'on dit c'est notre candidat. Il n'a pas le droit d'échouer. La ronde du Caïman, c'est la ronde du Varan parce qu'ils sont tous de la même espèce. Mais quand c'est quelqu'un qu'on a parachuté, on dit lui, il va vous diriger. Ok, laissons-le faire. Niblo Milikon. Et on va tout faire. On va l'aider à s'enfoncer. On va l'aider à échouer. Et quand celui-là va échouer,
c'est l'université qui en prendra un coup. Parce que je dis il faut que désormais les amphibondés, si nous voulons appliquer le système LMD, il y a des principes très clairs. Je ne sais pas si à l'université nous avons un Wi-Fi sécurisé. Allez à l'université Cheikh Anta Diop, vous allez voir à l'entrée, vous avez le système Wi-Fi. Il y a des bibliothèques pour ceux qui font de la première année jusqu'en licence. Il y a la bibliothèque pour ceux qui font quatrième année, cinquième année. Il y a la bibliothèque pour ceux qui sont en thèse. Et là, quand vous rentrez dans cette université de référence, moi je voudrais que l'université de mon pays soit comme ça. Ou là-bas, vous allez voir, pour aller en thèse, il n'y a pas d'anicroche, il n'y a pas des professeurs qui vous torpillent tout le temps, et vous êtes obligé de sortir de l'université sans diplôme. Non, c'est de ça qu'on parle. Ça doit être l'objectif du CNE. Comment faire pour que les Béninois puissent étudier à l'université, puissent étudier de la maternelle au supérieur dans de très bonnes conditions. Comment doit-on faire pour que celui qui a fini ses études ne chôme plus? Et c'est ça qu'il faut qu'il y ait adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. On ne vous demande pas de commencer la réforme au niveau du CNE par l'élection et invalider les... C'est pas possible. Déjà, c'est biaisé. Ça pose problème. Ça veut dire quoi? Que si les professeurs d'université sont fâchés, ils ne vont pas vous accompagner dans cette réforme-là. Ils ne vont pas vous accompagner dans cette réforme. Et c'est pas bon. Donc, on est obligé de tenir compte de l'intérêt de la majorité. Parce que, je dis, le professeur a raison de se fâcher. Quand vous avez lutté, vous avez sacrifié plus de 10 ans de votre vie, et qu'en 2006, un professeur d'université fait passer en conseil des ministres un décret. Ce n'est pas un arrêté, c'est un décret. Ça veut dire que le professeur est arrivé à convaincre tout le gouvernement de la nécessité de permettre aux enseignants du supérieur de désigner leurs responsables. Et qu'aujourd'hui, un autre gouvernement se réunit pour dire on arrête ça. On va améliorer. Je crois que vous faites de l'ironie là. Non. Nelly Dodino, ce n'est pas de l'ironie. Le Conseil national de l'éducation va se pencher sur les différentes préoccupations du gouvernement pour mieux faire les choses au niveau de nos universités, puisque c'est le gouvernement qui investit dans les universités. Pour le développement, il faut avoir une vision claire de ce qui se passe au niveau de nos universités, si tant est que les tests en application depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui ont besoin d'être améliorés. Les tests ont besoin d'être améliorés. Est-ce que les tests, pour l'amélioration, on a besoin d'arrêter un processus électoral? Nous sommes au Bénin. Le Bénin est un pays démocratique parce que nous avons des problèmes de gestion, de développement, de tout ce que vous voulez. On décide d'arrêter le système démocratique. C'est tout comme si en 2019, on décide de ne pas aller aux élections. Ou bien, en pleine campagne, on arrête la campagne. En 2021, les anciens députés, vous continuez. On a lancé la campagne électorale et puis on dit bon, comme on a des problèmes, on arrête. Au fait, c'est ça, en miniature. Il faut identifier les mots dont souffre le système et apporter les solutions idoines. C'est bon d'identifier les problèmes, mais il faut d'abord savoir par où commencer quand on veut régler les problèmes. Quand vous souffrez d'un mal de tête, il faut d'abord que le diagnostic soit fait. Et on commence par jeter les bases de quel traitement appliquer. Pas parce que vous avez des maux de tête qu'on viendra vous crever l'œil. Le principe des priorités. Voilà. Et je vais vous dire une chose, nous sommes au Bénin. Quand une réforme n'est pas accompagnée par les acteurs du secteur, ça pose problème. Il y a 2 semaines, il y a une affaire qui a éclaté au port autonome de Cotonou. Les Belges qu'on nous a vantés, ils sont les meilleurs en matière de gestion de port, ils sont ci, ils sont ça. Les acteurs portuaires béninois ont donné leur avis. Ils se sont opposés. Et finalement, ils ont laissé faire parce qu'il y a une pression. Il y a tout ce que vous voulez. Le bilan était quoi? En 6 mois, le bilan était là. Le bilan est là parce que non seulement le port de Lomé a ravi la vedette au port de Cotonou, Abuja, le Nigeria, est en train de travailler énormément sur son port. Dans le même temps, c'est des scandales de milliards. Avec des bureaux scellés. Des scandales de milliards. Oui, parce que c'est eux, on passe sous silence. C'est comme si ça n'a pas été, on a rapidement limogé
C'est ça les vrais problèmes. C'est-à-dire quand vous venez avec votre réforme et que vous n'associez pas, et que vous n'écoutez pas ceux qui sont dans du domaine, ils ne pourront pas vous accompagner. Parce que c'est leur domaine, ils vous diront oui, tel que tu es venu là, c'est bon, mais si nous faisons de cette façon, je pense que ça irait mieux. Parce que c'est nous avons l'expérience. Vous savez, l'expérience, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans les livres. Vous, journalistes, vous allez me dire ça. C'est pas parce que vous avez fait une école de journalisme, vous êtes forcément le meilleur. La meilleure école que vous êtes bon journaliste. Non. Vous apprenez avec le temps. Et avec l'expérience, vous savez que dans telle situation, même face à un invité, vous le connaissiez. Quand c'est celui, il faut savoir quelle question de relance donner. Donc, il y a l'expérience. Ceux qui sont là, il faut les associer. Vous ne les associez pas. D'où le Conseil national de l'éducation qui est à pied d'œuvre pour le travail. Voilà un Conseil national de l'éducation. Moi, j'ai toujours prié de tous mes voeux qu'on ait un ministère de l'éducation qui va prendre en compte l'enseignement et l'éducation. Mais on dit un conseil qui n'est même pas encore installé, qui n'a même pas encore commencé les travaux, qui n'a encore rien fait. Et au nom déjà de ceci, on dit bon, la campagne que vous avez, l'élection que vous avez enclenchée là-bas, arrêtez. Il y a cette vérité qui est là. Moi, Qu'est-ce que vous auriez préconisé, Nelly Todino? Mais laissez le conseil faire son travail normalement. Parce qu'il y a une mission qui lui a été donnée, confiée. Parce que nous avons une priorité. Ce n'est pas l'élection d'un doyen. Parce qu'entre professeurs, ils savent qui mettre dans une faculté, à la tête d'une faculté. Même au niveau du conseil d'éducation, les responsables seront élus. Ils seront élus. Les responsables ne seront pas désignés, ils seront élus. Est-ce qu'on va nous dire maintenant que bon, un décret dit désormais, il ne faut pas les élire, on va les désigner en conseil des ministres? C'est pas possible. C'est-à-dire, nous sommes nous-mêmes en contradiction avec nos tests que nous avons. C'est-à-dire, le problème du Bénin n'a jamais... Nous avons tellement de tests, parfois de très bons tests, bien faits. Oui. Il y en a aussi qui sont à refaire, mais c'est l'application qui pose problème. Actuellement, là, le diagnostic que le gouvernement a fait, est-ce qu'il y a une mauvaise gestion au niveau des universités? Est-ce au niveau des facultés? Quel est le problème qui amène à stopper l'élection? Et moi, je serai très en avance sur vous, je vous dirai. Juste après les nominations, quelques semaines après, vous entendrez problème de trésorerie, détournement par ici, et on va mettre sous le couvert de crimes économiques, direction là-bas. Peut-être parce que dans ce lot de ces professeurs éliminés, on a appris peut-être qu'il y a des ambitions politiques. Rien n'est fait. Qu'est-ce que vous insinuez? Je vais citer mon ami, c'est pas Nouroudine Sakassali. Il a dit une phrase que j'ai gardée. Il dit, aucune décision n'est innocente en politique. Il a dit, en politique, aucune décision n'est innocente. Et quand je prends du recul, chaque fois, je reprends la phrase, je me dis, mais il a raison. Dites-moi, à l'heure actuelle, des choses, le CNT n'est même pas encore sur place. Et dans un truc du genre, on a mis l'élection. Parce qu'on sait que quand vous êtes élu, vous êtes porté par un groupe. Et ce groupe a un devoir moral de vous accompagner. Et que vous êtes obligé de faire avec ce groupe. Mais quand vous êtes nommé, vous vous mettez au-dessus. Je ne suis redevable à personne. J'ai de compte à rendre à celui qui m'a nommé. Ça pose problème. Dans le même temps, alors que c'est déjà un acquis, où les professeurs entre eux désirent celui qui va gérer leur faculté pour le bien-être des professeurs et des étudiants, alors même que le processus a été lancé, on dit stop, non arrêtez, pas d'élection, le CNT va s'en occuper. Il va s'occuper de quoi? Les jours à venir nous édifierons. Professeur Philippe, nous disons, à quoi pourrait-on s'attendre les jours à venir avec le travail à faire par le CNE? Ce que nous allons dire pour finir avec ce débat est le suivant. Puisque nous approchons de la fin. La mesure qui est prise. Approchez-vous un peu. La mesure qui est prise est extrêmement dangereuse pour deux raisons. La première, il y a la sortie, le fait qu'on arrête en pleine chose la période des élections. Ça intervient dans le domaine de la liberté académique universitaire. La deuxième, ce qui est grave, plus grave encore, ça concerne aussi les recteurs
qui viennent d'être investis par leurs collègues d'un mandat de 3 ans. Et brusquement, après quelques mois, on arrête. En fait, le décret arrête. Ils sont encore en fonction. Non, mais autrement dit, ils ne sont plus en fonction parce qu'on les a élus, mais parce qu'un décret intervient. Ça ne va pas juridiquement. Sur le plan juridique, c'est mauvais. Le décret a plus d'effet que leur élection. Mais puisque c'est l'arrêté qui organise leurs élections, un décret vient suspend. Ça veut dire que le suffrage, la confiance, la légitimité dont j'étais couvert par mes collègues fait et ça se glisse vers la légitimité du gouvernement. C'est pas la même chose. Non, ils sont là maintenant, ils sont maintenus à cause du gouvernement alors qu'ils ont été élus par le peuple. Leurs collègues, c'est grave. En tout cas, il y a tellement de choses à redire par rapport à cette mesure-là. Alors, le CNE a trop de choses à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas, plus dans plusieurs écoles primaires là, il n'y a pas de maître. Il y a des salles, il y a des écoles de 6 classes, vous trouvez 2 maîtres, un directeur et son adjoint. Et il faut que les parents se battent pour trouver des soucis vacataires. Au secondaire, 85% des enseignants ne sont pas qualifiés. Voilà que le CNE a investi de cette mission à l'université. S'il vous plaît, ils sont vacataires. Donc les professeurs il y en a très peu, à peine 10%. C'est des problèmes à régler ça, sans oublier la question, n'est-ce pas, comme on l'a souligné, et la chose de Nelly, c'est la question de l'adéquation, formation-emploi. C'est un problème qui pose à tous les pays francophones d'ailleurs, la question de adéquation, formation, emploi. Ou chez nous, l'école, la coupe, la tête, la main de la tête. Bien que tu étudies maths et physique, il faut faire tout de la main. On manque de bons plombiers à Cotonou. C'est un problème, ça, il faut revoir l'éducation. Tout ça, là, d'être là, et vous allez vous insérer dans une affaire de démocratie à l'université. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, en fait, on va vers une situation extrêmement grave. Grave où on veut enterrer entièrement tout ce qu'il y a comme acquis démocratique issu de la conférence nationale et des mouvements qui ont eu lieu qui ont donné la conférence nationale. C'est vers comment on enterre notre constitution dans tout ce qu'il y a comme démembrement à tous les niveaux, jusqu'au niveau donc des libertés académiques. Jusque-là, on n'a pas encore touché à un seul article de notre loi fondamentale. En tout cas, merci à vous, professeur Noudjanoumé Philippe, professeur de droit public à la retraite. Bonne période de retraite à vous, professeur. Je rappelle que vous m'avez aussi gardé comme Nelly. Bon, merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci à Nelly Dodinou. Merci également à Léamidi Mohamed qui a assuré la mise en onde de cette émission. Bonsoir chez vous.